L'ONG Médecins sans frontières prépare un plan de riposte contre Ebola en RD Congo. L'épidémie a déjà fait 18 morts selon l'OMS. Dissolution de citoyens pour l'innovation en Guinée équatoriale. Le parti introduira un nouveau recours devant la Cour constitutionnelle. Puis en France, des étudiants de Nanterre n'ont pas pu passer leur partiel. Ils ont été empêchés par des opposants à la réforme de l'université. L'ONG Médecins sans frontières met aussi en place un centre de traitement pour la prise en charge des cas dans la zone de santé de Bikoro, selon l'OMS. Les autorités congolaises et l'OMS ainsi qu'MSF sont déjà en discussion afin d'avoir les vaccins disponibles. Ces vaccins ont déjà été utilisés lors de l'épidémie de 2014 en Sierra Leone et en Guinée. Au niveau régional, 9 pays voisins ont été mis en état d'alerte et le risque a été jugé élevé pour la République centrafricaine et la République du Congo en raison de leur proximité avec le fleuve Congo, note l'OMS. L'agence de l'ONU n'appelle pas toutefois à une restriction des échanges commerciaux et des vols des compagnies aériennes avec ces pays. Apparu pour la première fois dans l'Est Jaï, actuelle République démocratique du Congo en 1976, la fièvre hémorragique Ebola vient d'un virus qui se transmet par contact physique avec des liquides corporels infectés. Le gibier de brousse est considéré comme un vecteur potentiel. Les travailleurs humanitaires vont devoir surmonter d'autres difficultés pour venir en aide aux populations affectées. Aussi, l'ONU espère acheminer du matériel sur place dès ce week-end grâce à des hélicoptères et l'OMS souhaite mettre en place un véritable pont aérien avec des petits avions dès que possible pour transporter davantage d'aide. Seul hic, l'absence de pistes pour atterrir. Principal opposant au président congolais Denis Sassou Nguesso, le général Mokoko, 71 ans, a été condamné à 20 ans de prison par la justice à Brazzaville. 7 autres personnes décrites comme ses complices, dont 6 Français jugés par contumace, ont été condamnés à la même peine. Pendant le procès, une vingtaine d'activistes de mouvements citoyens ont été arrêtés pour avoir placardé des affiches demandant la libération des prisonniers politiques. Candidat à l'élection présidentielle de mars 2016, le général Mokoko avait refusé de reconnaître la réélection contestée du président Sassou Nguesso et avait appelé à la désobéissance civile. Il était également poursuivi pour détention d'armes et troubles à l'ordre public. Au XXIe siècle, on ne peut pas envisager de prendre le pouvoir par les armes avec l'aide des mercenaires étrangers, a déclaré l'un des avocats de l'État congolais, un Français inscrit au barreau de Brazzaville, Maître Gérard de Villiers. Fidèles à leur ligne de défense, ni le général ni ses avocats ne se sont exprimés vendredi. Le général Mokoko, qui a qualifié son procès de règlement de comptes politiques, a invoqué une immunité qu'il affirme tenir de son statut de dignitaire de la République. Pendant le procès, le procureur a présenté des scellés supposés contenir des preuves, à savoir des armes et une vidéo datant de 2007 où le général Mokoko semble ourdi en coup d'État avec d'autres interlocuteurs. Le parti dissous a 90 jours pour introduire son recours, selon l'un des avocats de Citoyens pour l'innovation, CI, pour qui la loi a été foulée aux pieds. Le parti va donc déposer un autre recours auprès du tribunal constitutionnel dont la loi organique prévoit si une sentence de la Cour suprême a violé les droits fondamentaux. En effet, la Cour suprême avait confirmé lundi la dissolution décrétée le 26 février par le tribunal de Mongomo, ville de la partie continentale de la Guinée équatoriale. La Cour avait précisé que la sentence était définitive et que plus aucun recours n'était désormais possible. Le deuxième parti de l'opposition équato-guinéenne, Convergence pour la démocratie sociale, a condamné la dissolution de CI. Le CPDS a appelé le peuple à la désobéissance civile pacifique pour en finir avec un régime qui conduit le pays chaque jour à la ruine.
De mémoire, le tribunal de Mongomo avait jugé 147 militants de CI et condamné 21 de ces militants, dont l'unique député élu du parti, à 30 ans de prison pour sédition, désordre public, atteinte à l'autorité et blessures graves. Des condamnations intervenues à la suite de violences qui s'étaient produites pendant la campagne pour les législatives de novembre 2017. La puissante organisation des anciens combattants de la guerre d'indépendance a joué un rôle déterminant dans le départ de Robert Mugabe en le lâchant après plus de 3 décennies de bons et loyaux services. Ce vendredi, Emmerson Mnangagwa les a appelés à se lancer à plein régime dans la campagne électorale en vue d'une victoire tonitruante. Nous devons gagner le cœur et les esprits de notre peuple, a-t-il ajouté devant quelques 5000 anciens combattants réunis dans la capitale Harare. Comme vous le savez, ces élections seront supervisées par des observateurs internationaux. J'en appelle à tous nos concitoyens pour qu'ils leur montrent la grande hospitalité des Zimbabwéens et qu'en effet, notre démocratie est arrivée à maturité. Le chef de l'État s'est également engagé à améliorer leurs conditions de vie en augmentant leur allocation mensuelle, actuellement fixée à $206. Emmerson Mnangagwa lui-même, ancien combattant et ex-allié de Robert Mugabe, va briguer la présidence sous les couleurs de la ZANU-PF. Il est quasiment assuré de l'emporter face au principal candidat de l'opposition, Nelson Chamisa, du mouvement pour le changement démocratique, en proie à des rivalités après la mort en février de son chef historique, Morgan Tsvangirai. Les précédentes élections au Zimbabwe ont été entachées de fraude et de violence, mais le nouveau président s'est engagé à organiser des scrutins libres et justes qui pourraient permettre au pays de regagner la confiance des investisseurs et de la communauté internationale, alors que le Zimbabwe est aux abois économiquement et financièrement. À Madagascar, la CENI a organisé vendredi une concertation entre différents partis politiques et la société civile sur le processus électoral. Les députés de l'opposition ont presque boudé la rencontre organisée par la CENI. Côté gouvernement, ils étaient aussi peu nombreux. Les concertations ont duré 6 heures. Henri Rakotomana, le président de la CENI, a demandé à l'opposition et au régime de trouver un accord politique d'ici la fin du mois. Il faut sortir vraiment des décisions pour avancer vers les élections au plus tard, au 31 de ce mois, au 31 mai. Sinon, il va y avoir un risque fort de report des élections. Donc c'est pour cette question qu'on avait réuni tout le monde. Selon le représentant du Premier ministre, tout est en place pour que l'élection présidentielle se déroule fin novembre. Elle n'a pas dit que ces lois sont inconstitutionnelles. Techniquement, elle a dit, en principe, qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont inconstitutionnelles. Au vu des tensions politiques, la CENI a proposé en début de semaine 3 dates pour l'élection présidentielle, soit anticipée dès fin août, rester sur la date initiale en novembre ou reportée en mai 2019. Car vendredi soir, dans un communiqué, la présidence a indiqué que les 3 lois électorales ont été promulguées par le chef de l'État malgache en tenant compte des recommandations de la Haute Cour constitutionnelle. La semaine dernière, l'instance avait retorqué plusieurs articles de ces lois qui régissent les élections. Lee Kinuiji a déclaré à la presse vendredi matin que 45 corps avaient été récupérés, 40 personnes étaient portées disparues et annoncé qu'un barrage voisin devra être vidé pour éviter un nouveau désastre. Des dizaines de personnes rescapées ont été admises dans des centres de soins. Mercredi vers 21h, le barrage situé sur la commune de Solaï, près de Nakuru, avait cédé et ses eaux boueuses balayaient les modestes habitations avoisinantes. Interrompu jeudi en fin de journée en raison de fortes pluies, les recherches ont repris vendredi matin, mêlant secours professionnels et volontaires. Le procureur en chef du Kenya, Nordin Hajo, a par ailleurs annoncé l'ouverture d'une enquête policière afin de déterminer les causes et les responsabilités dans cette tragédie.
La plupart des victimes, dont 20 enfants, sont issus de familles très modestes, d'ouvriers agricoles dont les habitations de fortune ont été emportées par les eaux du barrage. Jeudi, des rescapés avaient décrit à l'AFP la violence du phénomène, évoquant un enfer sur terre. Près de 180 personnes sont mortes au Kenya à cause des inondations depuis le début de longue saison des pluies en mars, selon un bilan gouvernemental rendu public mercredi. Les partiels avaient été délocalisés à Arcueil en raison de la paralysie de leurs facultés face aux tensions sur place. En effet, au lieu de la mobilisation contre la loi sur l'accès à l'université est bloquée depuis 3 semaines, la fac des Hauts-de-Seine avait pris acte de l'impossibilité d'organiser des partiels sur son campus et décidé d'en délocaliser une partie à Arcueil afin de permettre aux étudiants de valider leur semestre. Mais devant le centre d'examen, des manifestants s'étaient positionnés très tôt devant les grilles du site pour en bloquer les accès et empêcher les étudiants de se rendre aux épreuves. Pourquoi embêter les étudiants, sachant que c'est normalement pour nous qui font ça? Mais pourquoi nous embêter nous? Pourquoi ne pas aller le manifester directement, je sais pas, devant l'Élysée par exemple, embêter le gouvernement ou agir sur l'économie, car ça peut avoir une incidence, mais pas bloquer les étudiants. Le gouvernement, il ne cédera pas. On est tous contre la loi, ça c'est sûr, c'est certain. Vous demanderez à n'importe quel étudiant, il vous dira qu'on est contre la loi. Parce qu'évidemment, on est pour l'égalité, on est pour le maximum de chances à tous les étudiants, aux futurs étudiants. Mais pour le blocage, en tout cas, les méthodes qui ont été employées par certains étudiants, elles sont justes. La fac, c'est un service public et ils n'ont pas le droit d'empêcher certaines personnes d'accéder à un service public. Les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser les manifestants et libérer l'accès aux bâtiments. Les partiels ont été reportés par les autorités. L'annonce de l'annulation a été saluée sur place par les bloqueurs. Après ce report, la faculté de Nanterre a dit étudier les modalités possibles pour de nouveaux partiels. Lors d'une rencontre avec son homologue sud-coréenne Kang Kyung-hwa à Washington, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré ce vendredi que les États-Unis sont prêts à aider l'économie nord-coréenne et à apporter des garanties à Kim Jong-un si Pyongyang prend des mesures courageuses en vue d'une dénucléarisation rapide et complète. Nous avons eu de bonnes conversations, des conversations de fond, des conversations qui impliquent des problèmes profonds, complexes, des défis, des décisions stratégiques auxquelles le président Kim doit faire face sur la façon dont il souhaite procéder et il est prêt. En échange des garanties que nous sommes prêts à lui apporter s'il est prêt à dénucléariser complètement. Je suis confiant, nous avons une compréhension commune du résultat que les dirigeants souhaitent. Le président Trump et le dirigeant Kim l'ont, mais je pense que le président Moon l'a aussi. Je pense que nous avons une vision commune de ce que nous espérons lorsque ce processus sera terminé sur ce à quoi ressemblera la péninsule coréenne. Je pense que nous avons une bonne compréhension et je pense qu'il y a un accord total sur ce que sont les objectifs ultimes. Nous sommes très clairs sur le fait que les sanctions restent en place jusqu'à ce que la Corée du Nord prenne des mesures visibles et significatives sur le chemin de la dénucléarisation. Après avoir fixé la date et un lieu neutre pour le sommet entre le président américain Donald Trump et le président nord-coréen Kim Jong-un, et après avoir obtenu la libération de 3 Américains détenus par la Corée du Nord, ramenés cette semaine par Mike Pompeo, les diplomates américains s'attellent donc à définir l'ordre du jour.